Hello. Oyama Masutatsu est une figure légendaire dans le monde des arts martiaux. Il a fondé son école de karaté, qui a été critiquée pour sa brutalité et n'a pas été prise au sérieux pendant longtemps. De nombreux détails de la vie du maître ressemblent davantage à des mythes, bien que certains d'entre eux aient été documentés. Le film d'aujourd'hui nous aidera à en apprendre davantage sur son parcours difficile. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Depuis plus de 40 ans, la Corée est sous domination japonaise. Dans un monde déchiré par les conflits, un jeune garçon, Shue Bedal, n'a qu'un seul rêve, voler avec le vent. Il veut devenir pilote, mais l'uniforme militaire s'avère être comme une cage pour lui. Il perd le sens de la vie, et seul le vent peut guider Bedal vers son nouveau rêve. Un homme vêtu de blanc marche à travers le champ, se préparant à combattre un autre maître d'arts martiaux. Il a peur d'entrer dans la bataille et il craint d'être vaincu, mais il choisit quand même la voie du guerrier. Il a des centaines de combats similaires à son actif, mais celui-ci sera spécial. L'adversaire effraie vraiment le maître. Il était une fois Shue Bedal, un simple boxeur coréen. Un jour, un avion japonais survole le ring lors d'un combat. Il laisse tomber des dépliants annonçant qu'il recrute des pilotes pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Shue s'enthousiasme à l'idée. La nuit, il se faufile sur un navire qui part pour le Japon. Après avoir assommé l'un des soldats, il vole son uniforme et s'y change. Une fois à terre, l'homme se glisse dans une ruelle et s'échappe. Il enlève précipitamment son uniforme, mais il se fait repérer par un étranger. L'homme frappe Shue au sol et réalise tout de suite que le gars est un migrant illégal. Il le menace de prison et lui ordonne de vider ses poches. Le boxeur se rend également compte que l'homme en face de lui n'est pas un policier, mais un escroc. Shue se libère d'un coup de poing rapide et il se dépêche de partir. L'étranger crie de douleur, révélant son origine coréenne. Shue revient et interroge Shunbe, qui n'arrête pas de mentir même après plusieurs coups au visage. Ils sont interrompus par des soldats à la recherche du voleur qui a infiltré le navire. Shue s'enfuit et Shunbe part à la recherche d'une nouvelle victime. Mais bientôt, il croise des connaissances qui prévoient de le battre pour recouvrir ses dettes. L'escroc s'enfuit des hommes en colère et se cache à l'arrière d'un camion. Shue, qui a choisi la même cachette, apparaît derrière une caisse voisine. Le chauffeur part, éloignant les fugitifs du danger. Les Coréens font connaissance. Et Shue montre le dépliant au gars. L'escroc ne comprend pas pourquoi sa nouvelle connaissance voudrait aller à la guerre. Shue explique qu'il ne tient pas vraiment à la vie et qu'il rêve d'être pilote. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard s'il a choisi ce camion. Il se dirige directement vers l'école d'aviation. Shunbe n'est pas enthousiasmé par cette tournure des événements et veut partir. L'escroc atterrit habilement sur ses pieds, faisant un geste obscène en guise d'adieu. Mais une seconde plus tard, il recommence à courir après le camion, vu que les hommes qui cherchent à se venger sont toujours sur sa piste. Shue aide l'ami arrogant à remonter à l'intérieur, et ensemble, ils atteignent l'école. Mais les combats dans le Pacifique ont pris fin, et l'armée a commencé à se dissoudre. Le Japon a été lourdement bombardé, et l'école d'aviation n'a pas été épargnée non plus. Les seuls pilotes encore nécessaires sont les kamikazes. Les Coréens refusent ce rôle. Pour ça, ils sont attachés à des poteaux comme cible facile pour les attaques ennemies avec le reste des prisonniers. Shue et Shunbe survivent miraculeusement, mais il ne leur reste pas longtemps à vivre. Ils sont repérés par le directeur Kato, qui ordonne la libération des prisonniers. Il dit que devenir kamikaze est un grand honneur dont les Coréens pathétiques sont indignes. Shunbe jette les cordes et commence à inonder les Japonais de jurons. Il est sur le point d'être puni, mais Shue défend son ami. Le boxeur abat plusieurs soldats avant de se faire menacer par une arme à feu. Mais l'intrépide Shue est prêt à dire au revoir à sa vie, tant qu'il n'a pas à obéir au commandant injuste. Kato arrête son soldat et fait l'éloge des compétences du combattant. Shue a d'excellentes compétences en taekwondo et le directeur le défie en duel. Si le Coréen gagne, les prisonniers seront libérés. Mais s'il perd, il mourra d'une mort douloureuse. Shue accepte et se retrouve au combat face au maître de karaté. Il se précipite courageusement dans le combat. Mais Kato arrête facilement toutes ses attaques. Le directeur saisit son adversaire par la gorge et le renverse au sol. Shue n'a pas l'intention d'abandonner. À l'aide d'une poignée de sable, il aveugle le japonais et le frappe avec une pierre. Mais ça ne fait qu'irriter son adversaire, qui répond par un barrage de frappes puissantes. Shue se retrouve sur le sol, impuissant, et Kato porte son épée de samouraï au-dessus de sa tête. Soudainement, une autre bombe tombe sur le camp, et Shue tente de s'échapper. D'un coup d'épée, le japonais le blesse et l'humilie pour son comportement lâche. Mais Kato ne tue pas son adversaire. Les prisonniers sont également autorisés à partir. La même année, le Japon capitule après l'attaque d'Hiroshima et de Nagasaki. Bien que la Corée ait obtenu son indépendance, Shue et Shunbe sont restés dans la pauvreté de Tokyo d'après-guerre. Ils ont commencé à faire des stratagèmes frauduleux sur le marché local, attirant les gens vers la machine à sous pachinko.
Leur business est en plein essor. Mais la yakuza locale n'est pas contente de voir des Coréens sur leur territoire. Chonbei ne parvient pas à les rembourser et le patron ordonne de tuer l'étranger. Choe se précipite dans la foule avec juste ses poings pour protéger son ami. Il en sort victorieux, mais le chef de gang lui perce l'épaule avec une épée de samouraï. Le japonais menace de couper la tête de Choe et le gars se pisse dessus, par peur. Aux éclats de rire de la foule, il est obligé de lécher leurs bottes, puis d'annoncer son nouveau surnom à voix haute. Muili Dikebukuro. Choe obéit aux ordres humiliants pour rester en vie. La tête vers le bas, il s'enfuit en larmes dans une ruelle. Soudainement, un étranger avec un bras émerge de la foule. Une de ses mains est remplacée par un crochet en fer. L'homme reproche aux yakuza d'être déshonorants et il les défie de se battre. Il combat courageusement les bandits d'une seule main. Après avoir dispersé les petits voyous, ils se retrouvent face à face avec leur chef. Mais les sifflets de la police les forcent tous à déposer leurs lames et à se disperser. Choe, humilié, regarde la bataille du coin. Il reconnaît le visage de l'étranger. Bomsu, son ancien professeur d'arts martiaux, a défendu l'honneur des Coréens. Le maître coréen, qui se trouvait également au Japon, emmène ses amis battus chez leurs compatriotes. Beaucoup d'entre eux gagnent leur vie en tant qu'artistes de cirque. Les yakuza leur donnent toujours du fil à retordre. Bumso explique qu'il aide les immigrants. Il veut construire une école pour les enfants coréens à Tokyo, car ils ont déjà commencé à oublier leur langue maternelle. Choe le supplie de lui apprendre à mieux se battre pour qu'il puisse regagner son honneur. Bumso refuse catégoriquement. Mais Choe ne recule pas et reste sous la porte du maître toute la nuit. Sous la pluie battante, il attend que Bumso change d'avis. Voyant la persévérance de Choe, le professeur pense au passé. Il a enseigné aux garçons, mais il a toujours mentionné qu'un poing serré ne l'aiderait pas à se faire des amis, ni à conquérir la terre ou le ciel. Seule une pomme ouverte permettrait de trouver le bonheur. Un jour, les Japonais sont venus chercher le maître, et Bumso n'a rien pu faire contre leurs armes à feu. Depuis, il n'a pas pris d'apprenti. Le matin, Bumso s'approche de son ancien élève, et il place des vêtements d'entraînement devant lui. Le professeur exige qu'il utilise ses enseignements uniquement pour se défendre. Le maître donne également à Choe le livre des 5 anneaux de Miyamoto Musashi. L'arme principale d'un combattant est l'esprit, et tout le reste ne doit être utilisé qu'en dernier recours. Plus tard, Choe et sa connaissance font à nouveau la promo pour leur machine à sous, mais plus loin du marché maintenant. Soudainement, ils se font renverser par une voiture. Le chauffeur saute sur les hommes avec des insultes et il fourre de l'argent dans la poche de Choe. Choe repousse l'homme et retourne l'argent. Un passager dans la voiture se range du côté des Coréens et dit au chauffeur de s'excuser. Il s'avère que c'est Kato, et lui et Choe se reconnaissent. L'homme japonais est venu rejoindre l'association de karaté. Il en est devenu le président après la guerre. Il a entendu dire que le vagabond est maintenant connu sous le nom de Muili Dikebukuro. Choe, honteux, baisse la tête et il ne dit rien en réponse. Plus tard, il continue à s'entraîner avec Bumso. Le professeur voit la douleur dans les yeux de son élève. Il suggère non seulement de retrouver sa dignité, mais aussi de devenir la fierté de la Corée. Ils se battent, après quoi un sourire apparaît sur le visage de Choe, pour la première fois depuis longtemps. Un jour, lui et Chonbei remarquent des soldats américains ivres harcelant une jeune femme japonaise. Personne n'ose intervenir, alors Choe décide d'agir. Il sort se battre contre 3 hommes armés de couteaux et de bouteilles. L'effusion de sang est empêchée à nouveau par le bruit des policiers qui s'approchent. Les Américains s'enfuient, et du coin de la rue arrive l'ingénieux Chonbei avec un sifflet. La geisha, nommée Yoko, mémorise le nom de son sauveur. Choe prend également goût à la femme. Les rumeurs sur le tigre courageux qui sauve les filles des agresseurs commencent à se répandre dans la ville. En voyant Yoko, Choe lui offre, ainsi qu'à son ami, un tour en tant que chauffeur de pousse-pousse et entend leur conversation. Bien que pour beaucoup, Choe reste le Muili Dikebukuro. Pour Yoko, il est maintenant le plus courageux de tous les hommes. La nuit, le Coréen continue de protéger les femmes japonaises du harcèlement et une prime est placée sur sa tête. Des affiches avec son visage sont accrochées dans tout le quartier. Pour éviter de se faire prendre, le conducteur de pousse-pousse porte désormais toujours un chapeau qui lui cache les yeux. Yoko reconnaît le sauveur et commence à collectionner des portraits de lui chez elle. Un soir, quelqu'un laisse tomber plusieurs plaques d'identité sous sa porte, arrachées du coup des agresseurs. Yoko court dans la rue, mais Choe est déjà parti. Plus tard, en donnant un tour à sa bien-aimée, il se fait attraper par les Américains. Yoko le retrouve inconscient, battu et blessé, et l'emmène chez elle. Ils deviennent amis et passent du temps ensemble. Choe, heureux, perd sa garde et il est retrouvé par l'assistant borgne de Kato. L'homme l'emmène chez son patron, qui ne comprend pas pourquoi le Coréen aide les Japonaises.
Pendant l'occupation, les Japonais eux-mêmes ont commis de nombreux crimes contre les femmes coréennes, et Choi en est bien conscient. Kato dit qu'il pratique le karaté depuis ses premières années, et que personne n'a jamais été capable de lui porter un seul coup. Le Coréen a été le premier à y arriver. Kato admet que Choi possède l'esprit d'un combattant. Il menace de tuer le Coréen s'il le revoit un jour, et le laisse partir. Pendant que Choi est absent, le Yakuza attaque les artistes de cirque. Ils dispersent les Coréens et détruisent leur camp. Les gangsters viennent chez Bumso pour lui demander de remettre toutes les cartes de rationnement des Coréens. Le maître les a économisées pour les échanger contre de l'argent et construire une école. Bumso se précipite dans le combat, mais il se fait encercler de tous les côtés. Choi ne parvient pas à venir à l'aide de son professeur à temps, et l'homme est mortellement blessé avec une épée. Les Coréens pleurent amèrement leur ami et mentor. Plus tard, un Choi furieux mène ses compatriotes au combat. Une bagarre de rue avec les Yakuza se termine en désastre. Les Coréens se sacrifient pour atteindre le chef criminel et le tuer. La police arrive sur les lieux, rompant le combat avec des fusils d'assaut. Choi, avec une commotion, se lève du sol et regarde autour de lui. Ce n'est pas du tout ce que son professeur décédé aurait voulu. Il se souvient bientôt du livre que Bumso lui avait donné. Et réalisant qu'il doit trouver un autre chemin, Choi dit au revoir à Yoko et Chun-Bi. Il part dans les montagnes, où il devient ermite. Avec lui, il ne prend qu'une tente fine, une marmite et un vieux kimono. Tous les jours, il soumet son corps et son esprit à de nouveaux tests. Souffrant de froid et de faim, il poursuit son entraînement exténuant. L'homme ne voit aucun résultat, et il exige trop de lui-même trop rapidement. En faisant ça, il ne fait qu'une dépression nerveuse. Au milieu de la nuit, il arrache ses vêtements et court à travers la forêt, combattant des ennemis inexistants. Mais le matin, l'homme rassemble son courage et se ressaisit. Il freine ses émotions et recommence à s'entraîner. Les bois lourds le préparent à résister à tous les coups, et ses jambes et ses bras deviennent insensibles au froid. Ses muscles s'habituent à un effort intense, et ses peurs reculent. Choi casse des rochers et des troncs d'arbres à main nue. Miyamoto Musashi et son livre Les 5 anneaux deviennent les seuls compagnons de l'ermite. Tous les objectifs du guerrier sont atteints ici, et le moment est venu de nouvelles épreuves. Il descend des montagnes et arrive dans une ville. Là, l'homme arrive dans l'une des écoles de karaté, qui appartient à l'association de Kato. Les cheveux longs et les vêtements en lambeaux du vagabond ne suscitent le respect de personne. Mais Choi demande poliment la permission de montrer ses compétences et de combattre l'un de leurs maîtres de karaté. Maître Satani dit qu'ils ne sont pas censés combattre des étrangers pour éviter de les paralyser accidentellement. Le Coréen insiste, disant qu'il est prêt à risquer sa vie. Lui-même suggère à son adversaire de porter une protection avant le combat. Cette fois, Choi n'est pas le moins du monde gêné et répète calmement sa demande. Le meilleur élève de l'école pense qu'il peut facilement abattre le vagabond, mais il est assommé par un seul coup de poing puissant, un par un. Les étudiants sortent pour se battre contre l'homme insolent. Avec chaque élève tombé, la détermination du suivant s'estompe. Le dernier de ses adversaires n'est plus gêné par le fait de porter ses plaques de protection. Enfin, c'est au tour de Satani. Il refuse de porter une protection, et lui et Choi commencent à se tester mutuellement. Bientôt, le maître tombe et est incapable de se lever. Le Coréen ne semble même pas ressentir de douleur. Choi continue de voyager dans tout le Japon, défiant les artistes martiaux les plus célèbres. Les nouvelles se répandent à travers le pays, et les journalistes captent l'histoire incroyable. Choi est maintenant appelé par le nom japonais Oyama Masutatsu, et est comparé à Miyamoto Musashi lui-même. Kato reconnaît un visage familier dans les journaux, et il devient furieux. À chaque nouvelle victoire, de plus en plus de journalistes suivent Choi avec des caméras. La nouvelle parvient à Yoko, qui suit le voyage de son bien-aimé avec enthousiasme. Choi continue ses voyages, battant des maîtres de tous les styles. Pour beaucoup d'entre eux, ça devient une humiliation intolérable, et ils ferment leurs écoles. Les maîtres signalent leur défaite à Kato, qui ne peut plus ignorer le Coréen invaincu. Pendant ce temps-là, Choi, pieds nus, poursuit son entraînement et évite les journalistes agaçants. Il arrive dans un château, où il se prépare à combattre un maître de ninjutsu. Mais le combattant, spécialisé dans la furtivité, ne le laisse pas se préparer et l'attaque soudainement d'un coin. Il utilise habilement son environnement pour prendre Choi par surprise et le priver de ses conditions de combat confortables. Mais même là, l'homme coréen parvient à déjouer son adversaire, qu'il pousse dans l'eau. Les deux maîtres volent le long du mur de la forteresse. Les journalistes commencent à craindre qu'ils se soient noyés tous les deux. Mais Choi est le premier à faire surface depuis la rivière, entraînant le ninja vaincu avec lui. L'assistant borgne de Kato est également témoin de la bataille. Choi revient enfin à Yoko. Ils s'embrassent chaleureusement, et la fille prépare un bain pour son invité. Elle voit les innombrables égratignures et cicatrices sur son corps, et elle ne comprend pas le choix de l'homme.
Chui n'a pas de réponse, mais il n'a pas l'intention de s'écarter de son chemin. Même un doux baiser ne l'empêche pas de se lancer dans un nouveau voyage. L'homme laisse la Yoko triste derrière lui, et il part à la rencontre de nouveaux adversaires. Les 3 prochains combats s'avèrent très difficiles, mais à la fin, le maître de l'aïkido, du judo et du kendo sont vaincus. Maintenant, Chui a vaincu tous ceux qui ont accepté son défi, et il est devenu célèbre dans tout le Japon. Le seul qui peut défendre l'honneur du pays maintenant, c'est Kato lui-même. Il tient une conférence de presse où il répond aux questions des journalistes sur le coréen invincible. Mais au lieu de sortir pour le combattre, Kato déclare que Chui est une honte pour le karaté. Son style est laid et dégoûtant, et un vrai combattant de karaté doit suivre une étiquette particulière. Par conséquent, l'homme n'est pas digne d'un combat. Les personnes influentes de l'association vont juste se débarrasser de l'ennuyeux coréen. Pendant ce temps-là, Chui, Yoko et Chunbei profitent dans les rues de Tokyo. Le combattant est entouré de gens qui veulent un autographe, et un assassin armé d'un couteau entre dans la foule. Il plonge la lame dans le ventre de l'homme et s'éloigne sans se faire remarquer. Chez Yoko, un médecin sauve Chui de la mort. Chunbei essaie de soutenir son ami du mieux qu'il peut. Il propose de trouver un autre combattant pour que Chui puisse l'entraîner et le laisser se battre à sa place. Yoko met Chunbei dehors pour qu'il ne perturbe pas le rétablissement de Chui avec ses idées folles. Le problème, c'est qu'elle n'est pas autorisée à garder un homme dans sa maison, ou le maître de la geisha le jettera dans la rue. Chui reçoit un message de Ryoma, l'homme de main borgne de Kato, qui l'appelle à un autre combat. L'enveloppe contient également une courte lame de combat. Chui avoue à Yoko qu'il pense beaucoup à la mort. Il se lave toujours lui-même et ses vêtements avant un combat, pour ne pas avoir l'air trop mal s'il meurt. Mais maintenant, l'homme a peur d'autre chose. La dernière chose qu'il voudrait, c'est de perdre Yoko. L'idée de ne plus jamais la revoir terrifie vraiment l'homme. Les larmes aux yeux, Yoko entend enfin les mots qu'elle attend depuis si longtemps. Au même moment, elle est convoquée au travail, et la geisha doit partir. Mais la fille ne veut pas laisser son bien-aimé tout seul. Elle est même prête à cesser d'être une geisha. Mais dans ce cas-là, Chui doit promettre de ne plus se battre. L'homme accepte, et Yoko reste avec lui. Ils passent la nuit ensemble. Chui a ignoré le défi de Ryoma, ce qui offense le combattant. Il trouve Chunbei, détruit ses machines à sous et le bat sévèrement. Chui retrouve son ami, le bras coincé par un couteau. L'attaquant menace que si Chui n'accepte pas le défi, Yoko sera sa prochaine victime. Rompant sa promesse, le combattant, encore blessé, rencontre Ryoma dans un temple abandonné. Il n'a pas apporté son katana avec lui, bien que son adversaire ait l'intention de le couper en deux. Chui se blesse à nouveau, et il arrête l'épée de Ryoma à main nue. Son épaule se fait percer, mais avec son autre main, Chui parvient à porter un coup fatal au cœur de Ryoma. Les deux adversaires tombent, et le Coréen reprend conscience dans la matinée. Il regarde Ryoma, choqué de voir qu'il ne respire pas. La police les retrouve, et Chui finit en prison pour le meurtre qu'il a commis. Yoko vient au commissariat. La fille attend toute la journée, mais elle n'a pas la chance de voir son amant. Au lieu de ça, c'est Kato qui rend visite à Chui, le défiant finalement dans une bataille mortelle. Chui, désespéré, crie qu'il ne se battra plus jamais. Il a déjà rompu sa promesse et tué un homme, ayant perdu à jamais l'amour de Yoko. Kato laisse l'offre, en disant que Chui a une chance de prouver aux Japonais que les Coréens valent quelque chose. Immédiatement après son départ, le prisonnier est libéré. Il a été acquitté en raison de sa légitime défense évidente. Chui quitte le poste de police avec Chunbei, et il cherche Yoko avec ses yeux. La fille ne sort pas de la voiture et s'éloigne. Les funérailles de Ryoma ont lieu à l'association de karaté. Kato jure qu'il tuera le coupable devant tout le Japon. Chui apprend également que Ryoma avait une femme et un jeune fils. Il se rend chez eux et tombe à genoux. Il donne son kimono à la femme et lui demande de lui donner n'importe quel travail ménager afin qu'il puisse expier ses péchés. En réponse, elle lui verse du liquide sale sur le visage. Mais l'homme ne se laisse pas décourager. Finalement, la femme le prend et le loge dans la grange. Tomoya, le fils de Ryoma, se fait harceler à l'école. Les garçons se vantent que leurs pères les ont emmenés au sommet de la montagne la plus proche, et ils harcèlent Tomoya en disant qu'il n'a personne avec qui y aller. Chui le remarque et chasse les brutes. Mais le garçon est toujours en colère contre lui, et il voit l'homme comme la cause de tous ses malheurs. Le lendemain matin, Chui attend que le gamin sorte de la maison, et il le met derrière son dos. Il porte Tomoya en haut de la montagne, malgré la faim et les coupures des branches. Lui et le garçon deviennent amis après tout, et l'homme commence à prendre soin de lui. Un jour, l'homme reçoit la visite de Chunbei, qui lui apporte des nouvelles désagréables. Les journaux disent que Chui a déshonoré la femme de Ryoma. L'ami tente de le convaincre de revenir, mais le combattant ne veut toujours pas se battre. Mais le soir, la femme de Ryoma vient dans sa grange et lui rend le kimono. Elle aussi a lu les journaux, et elle lui demande de défendre son honneur. Il doit devenir le meilleur du Japon,
pour être un modèle pour son fils. Choi laisse la statue de Musashi Miyamatsu à Tomoya et il part. Il enfile à nouveau son kimono et sort sur le terrain. Des dizaines d'étudiants de Kato se jettent sur lui, essayant de le briser avant même le combat principal. Malgré les coups qu'il reçoit, Choi avance. Le sol devient jonché d'ennemis vaincus. Des gardes avec des épées s'avancent, protégeant Kato. Le maître les arrête et s'avance au centre. Il demande au Coréen s'il a trop pris sur lui. Les combattants s'engagent dans un duel. Choi reçoit un coup de pied dans la tête, suivi de 2 autres coups sur le corps. Sa confiance semble ébranlée, tandis que Kato semble imperturbable. Mais Choi a trop souffert pour abandonner maintenant. Il se concentre, transformant son corps en un mur impénétrable. Le Coréen avance malgré les coups de son adversaire. Dans un saut en hauteur, il effectue un coup de pied en tornade, frappant Kato au sol. Son adversaire se lève et tente une attaque de saut. Choi l'arrête et lui casse la jambe d'un coup de pied puissant. Kato ne peut pas s'appuyer sur son membre douloureux et il est vulnérable au coup. Choi lance un poing droit sur la tête de l'homme, mais arrête sa main à 1 cm de son adversaire sans défense. Il ne veut pas répéter la même erreur qui a conduit à la mort de Ryoma. Son travail est terminé maintenant. Kato a été vaincu. Les gardes courent vers leur patron, mais Kato leur ordonne de ranger leurs épées. Le japonais baisse la tête, acceptant la défaite avec dignité. Les autres le rejoignent et montrent du respect pour le combattant le plus fort. Choi a enfin prouvé sa supériorité. Mais le chemin du maître ne s'arrête pas là, et il continuera à chercher un adversaire plus fort. Pour Choi, ça s'avère être un taureau sauvage, qu'il prend à main nue. Ce film est en partie basé sur la biographie d'une personne réelle. Choi Bedal est le fondateur du style karaté Kyokuchin. Il est plus communément connu sous son nom japonais, Masutatsu Oyama, qui se traduit par « celui qui multiplie ses réalisations comme une haute montagne ». Il est vraiment entré dans l'arène pour lutter contre les taureaux. Le garçon est né dans une famille de nobles coréens en 1923. À l'âge de 15 ans, il se rend au Japon, où il devient l'un des premiers pilotes militaires japonais d'origine coréenne. Pendant sa période d'isolement, il a vécu dans la hutte qu'il avait construite de ses propres mains pendant 32 mois. Pendant ce temps-là, il s'entraînait à couper les troncs et les branches de pin avec ses paumes et endurait plusieurs combats avec des bêtes sauvages. Il est décédé en 1994. Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires ce que tu es prêt à sacrifier pour devenir un maître dans ton art. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires.